Le MiG-31 est l'un de ces avions qu'on ne comprend pas seulement à travers ses chiffres. Oui, sa vitesse proche des 3000 km/h impressionne, tout comme sa taille héritée en partie du MiG-25, mais sa véritable importance réside dans l'idée qu'il représente. Parce que le MiG-31 est le résultat d'une doctrine très précise, défendre un territoire gigantesque avec un réseau de radars, des bases dispersées, des contrôles au sol et des intercepteurs capables d'agir comme une barrière aérienne mobile. Plutôt que de viser la supériorité aérienne à l'occidental avec des chasseurs lourds pour dominer le ciel lors de combats dynamiques, le MiG-31 a été conçu pour interdire l'accès, fermer les routes, intercepter les menaces à grande distance et faire en sorte que toute incursion sur le territoire soviétique ait un coût extrêmement élevé. C'est aussi un exemple de la manière dont l'aviation soviétique résolvait les problèmes de façon très directe. Là où il fallait de la vitesse, de l'autonomie et de la détection, on construisait un avion énorme et robuste, doté d'un radar très puissant. Le résultat n'était pas forcément raffiné, mais il était efficace dans sa mission. Aujourd'hui, à une époque dominée par les drones, les missiles de croisière, les chasseurs furtifs et la guerre électronique, le MiG-31 semble être une créature d'une autre époque. Mais il est toujours là. Il vole encore aujourd'hui, et tant qu'il pourra combiner altitude, vitesse et missiles à longue portée, il restera une menace que les planificateurs militaires ne peuvent pas ignorer. Le nom officiel était MiG-21 MiG-31. Mais pour l'OTAN, Foxhound, un intercepteur lourd, supersonique, à grande vitesse, né pendant la guerre froide pour patrouiller l'immensité du ciel soviétique. Voici l'histoire que nous allons découvrir dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédia de Monde de l'Aviation. Pour comprendre cet aéronef, il faut d'abord consulter la carte. L'Union soviétique devait couvrir des milliers de kilomètres de frontières, d'immenses étendues dans le nord, l'Arctique, la Sibérie et l'Extrême-Orient, ainsi que des zones où l'infrastructure était très limitée. Il ne s'agit pas simplement de faire décoller un chasseur depuis une base proche et d'aller intercepter. Très souvent, l'avion devait voler très loin, rapidement et avec suffisamment d'autonomie pour couvrir d'immenses espaces. Durant la guerre froide, la menace n'était pas seulement celle d'un bombardier stratégique. Il existait aussi le risque d'avions de reconnaissance à haute altitude, de missiles de croisière, de pénétration à basse altitude et de plateformes occidentales capables d'opérer loin de la portée des systèmes conventionnels. La défense aérienne soviétique cherchait un avion capable d'intervenir rapidement, de patrouiller de larges zones et de compléter le système de surveillance nationale. Dans les années 60, l'Union soviétique a constaté qu'elle ne disposait pas de dispositifs de défense anti-aérienne efficaces dans les zones arctiques. Là où des bombardiers comme le B-52 Stratofortress et les nouveaux avions espions de l'époque à grande vitesse comme le Lockheed SR-60 et 11 Blackbird américain pouvaient pénétrer. Le précédent direct fut le MiG-25, un avion qui a profondément marqué l'Occident lorsqu'on a découvert son existence. Pendant des années, on l'imaginait comme un super chasseur capable de surpasser tout ce que possédait l'OTAN, mais par la suite, on a mieux compris sa véritable nature. C'était un intercepteur d'une très grande vitesse, avec un plafond opérationnel élevé, mais présentant d'importantes limitations en maniabilité, en électronique et en opération à basse altitude. Le MiG-25 pouvait aller très vite, mais le monde était en train de changer. Il fallait un avion capable d'aller au-delà de la simple vitesse. Il devait mieux détecter, mieux se coordonner, opérer dans des conditions plus variées et attaquer des cibles dans des scénarios complexes. De ce besoin est né le MiG-31. Bien qu'il partageait avec le MiG-25 une philosophie générale, le MiG-31 n'était pas seulement une version améliorée. Il reprenait le concept d'un intercepteur grand, rapide et à long rayon d'action, mais ajoutait une structure renforcée, un cockpit pour 2 membres d'équipage au lieu d'un seul et des moteurs mieux adaptés à sa mission. Et, surtout, un système radar et de liaison de données qui en faisait un élément intégré au sein de la défense aérienne soviétique. Lorsqu'on analyse la différence entre ces deux avions, on constate des différences très importantes. Le MiG-31 a été conçu avec une aile haute, fixe, implantée en hauteur par rapport à son fuselage. Sa structure a été conçue pour supporter des vitesses supersoniques soutenues et des opérations plus exigeantes que celles du MiG-25, y compris le vol supersonique à basse altitude, ce qui imposait des charges et des vibrations très sévères. Le cockpit à 2 places était essentiel. Devant se trouve le pilote et derrière l'opérateur du système d'armes. Cela était fondamental car le MiG-31 était une plateforme d'interception complexe.
Son radar, ses missiles et sa liaison de données nécessitaient une gestion tactique. Lors d'une mission réelle, le membre d'équipage arrière pouvait se concentrer sur la détection, le suivi et la priorisation des cibles, tandis que le pilote maintenait l'avion dans un profil de vol adéquat. Les moteurs étaient également essentiels. Il utilisait deux turbofans Soloviev D-30F6 qui étaient mieux adaptés à un intercepteur à long rayon d'action que les moteurs du MiG-25. Il ne s'agissait pas simplement de poussée brute, l'avion avait besoin d'une combinaison de vitesse, d'autonomie et de capacité à opérer à haute altitude. Son poids maximal au décollage avoisinait les 46 tonnes, un chiffre énorme pour un chasseur conventionnel, mais cohérent pour un intercepteur lourd, chargé de carburant, d'un radar lourd, de missiles et d'une structure renforcée. Sa vitesse maximale est généralement citée autour de Mach 3, soit près de 3000 km/h en haute altitude. Bien que l'on parle souvent de Mach 3, cette vitesse n'était pas atteinte en conditions normales d'opération soutenue. Dans ces avions, la limite dépend de la poussée, du échauffement aérodynamique, de la durée de vie des moteurs et de la fatigue structurelle. Le MiG-31 pouvait voler extrêmement vite, mais le faire de façon routinière à des vitesses extrêmes dégradait fortement l'appareil. C'était l'un des premiers avions de chasse opérationnels équipés d'un radar à antenne à balayage électronique, le SASLOM. En pleine guerre froide, c'était un énorme bond en avant. L'idée n'était pas seulement de détecter une cible à longue distance, mais aussi de suivre plusieurs objectifs et de permettre des attaques coordonnées avec des missiles longue portée. Ce radar permettait de voir au-delà de ce que pouvaient voir de nombreux intercepteurs des générations précédentes, et surtout, il permettait de travailler en coordination. Un groupe de MiG-31 pouvait couvrir un front immense en partageant des informations entre les avions et avec les stations de contrôle au sol. Ceci est la liaison de données, et cela en faisait une sorte de nœud aérien au sein du système de défense soviétique. La philosophie était très différente de celle d'un chasseur occidental, conçu pour patrouiller, identifier visuellement et engager un combat tournoyant. Le MiG-31 pouvait agir comme une barrière mobile. 4 avions bien positionnés pouvaient couvrir des centaines de kilomètres d'espace aérien, échangeant des informations et guidant des missiles contre des cibles tentant de pénétrer le territoire. C'était particulièrement important contre les bombardiers, les avions de reconnaissance, les missiles de croisière et les cibles volant à basse altitude. L'Union soviétique avait besoin d'un avion pouvant répondre à des menaces ne venant pas toujours par des routes prévisibles ni à haute altitude. Le radar SASLOM S-800, utilisé par certaines versions du MiG-31, avait une portée maximale de 200 km pouvant suivre jusqu'à 10 cibles à la fois et attaquer simultanément 4 d'entre elles avec ses missiles Bimpel R-33. Selon les soviétiques, il aurait été possible d'abattre le SR-71 Blackbird à coup sûr, ce qu'ils n'avaient pas pu faire avec le MiG-25 en lançant leur nouveau missile longue portée. Cela a poussé les Américains à changer de tactique et à se montrer plus prudents lors des vols d'espionnage. L'armement d'origine du MiG-31 reflète bien sa mission. Le missile le plus caractéristique était le R-33 connu sous la désignation OTAN comme AA-9 Amos. C'était un missile RR, longue, portée conçu pour détruire des bombardiers, avions de soutien, plateformes de reconnaissance et autres cibles de grande valeur. Il pouvait les transporter sous les ailes ou semi-intégrés au fuselage. Fuselage, une solution qui réduisait la traînée aérodynamique et permettait de maintenir son profil à grande vitesse. Il était également équipé d'un canon interne GSH-6 de 23 mm, même si en pratique le canon était secondaire. Avec les modernisations ultérieures, en particulier le MiG-31BM, l'avion a reçu la capacité d'utiliser des armements plus modernes, y compris des missiles RR de plus grande portée comme le R-37M. Ce missile est l'un des facteurs qui explique pourquoi le MiG-31 reste pertinent aujourd'hui. En effet, un lancement depuis un avion volant aussi haut que celui-ci peut offrir au missile de meilleures conditions initiales, plus d'énergie, une portée effective accrue et une fenêtre de menace plus large. Dans la guerre en Ukraine, par exemple, cette combinaison a remis le MiG-31BM au centre des discussions, puisqu'il utilisait les missiles R-37 à très longue portée. Ces moteurs à réaction Soloviev D-30 qui lui permettaient d'atteindre ces grandes vitesses à haute altitude et d'approcher Mach 3 font partie des plus grands jamais installés sur un avion de chasse. Et pour vous donner une idée de la taille, le D-30 équipe le cargo Ilyushin Il-76 sans post-combustion, bien sûr.
L'opérateur du système défensif et du radar était assis en tandem, c'est-à-dire derrière le pilote, et il disposait également d'un manche de type joystick à commande de vol électronique pour piloter l'avion. Il pouvait faire atterrir l'appareil grâce à un périscope relevé au-dessus du cockpit arrière et un miroir spécial. Le MiG-31 est un élément d'un système de défense aérienne. Il décollait guidé par le contrôle au sol, recevait des informations des radars, pouvait partager des données avec d'autres avions et intercepteurs et se positionnait pour intercepter des cibles avant qu'elles n'atteignent des zones critiques. Sa vitesse lui permettait de réagir rapidement, son autonomie lui donnait la capacité de patrouiller de vastes zones, son radar en faisait un capteur aérien à longue portée et ses missiles lui permettaient d'attaquer des cibles avant d'entrer dans un combat direct. Dans des régions comme le nord soviétique, où les bases étaient séparées par d'énormes distances et où les conditions climatiques étaient très difficiles, un tel avion avait du sens. Le premier prototype fut nommé J-Cent55MP et effectua son premier vol le 16 septembre 1976. Les 8 premiers exemplaires étaient destinés à des essais aérodynamiques, de fatigue structurelle, de moteur et de performance, et la fabrication en série des avions commença 1 an plus tard. Après le premier MiG-31 de production de base, des améliorations importantes sont apparues. L'une d'elles fut le MiG-31B qui intégrait des améliorations en avionique, une capacité de ravitaillement en vol dans certaines configurations, et il y eut aussi par la suite des versions modernisées à partir de cellules antérieures comme le MiG-31BS. Le MiG-31BS-31M fut une tentative de pousser le concept beaucoup plus loin. Il avait des modifications de radar, d'avionique, d'armement et de conception générale, mais il est apparu à une période compliquée, la phase finale de l'Union soviétique. Et comme cela s'est produit avec de nombreux programmes soviétiques avancés, l'effondrement économique et politique a limité son avenir. Des prototypes ont été construits, mais il n'est pas entré en production de masse. La version la plus importante en service moderne est le MiG-31BM. Cette modernisation a mis à jour le radar, les ordinateurs de mission, le cockpit, l'armement et la capacité de combat. L'objectif était de prolonger la durée de vie de plateformes déjà en service et coûteuses, mais encore utiles pour cette mission très spécifique, celle d'intercepteurs à longue portée. Également, plus récemment, est apparu le MiG-31K, une transformation bien plus particulière. Cette version a été adaptée pour transporter le missile Kh-47 Kinzhal. Dans ce cas, l'avion cesse d'être principalement un intercepteur et devient une plateforme de lancement pour une arme stratégique ou semi-stratégique. Cette adaptation révèle un aspect intéressant. La Russie a décidé de conserver le MiG-31 non seulement par manque de remplacement immédiat, mais aussi en raison de sa combinaison de vitesse, d'altitude et de capacité d'emport qui en fait une plateforme utile pour lancer ce type d'arme à longue portée. Il est capable de résister à un maximum de 5G à des vitesses supersoniques. Il pouvait également effectuer des missions d'escorte tactique pour des bombardiers à long rayon d'action, comme les bombardiers stratégiques Tu-160 ou les bombardiers navals Tu-22M3. Au milieu des années 90 environ, 519 unités avaient été produites, dont 320 étaient en service opérationnel en 2020. Le Kazakhstan a été le seul opérateur étranger du MiG-31 qui, étant un avion très spécialisé pour des missions de longue portée et à vitesse supersonique, n'a pas été vendu avec succès sur d'autres marchés. Le MiG-31 est un avion d'une autre époque. Sa conception est née dans les années 70. Sa production appartient au monde soviétique, où les avions étaient énormes, rapides et spécialisés. Mais cela ne signifie pas qu'ils soient aujourd'hui sans importance. De nos jours, de nombreux avions de chasse recherchent la discrétion face au radar, la fusion des capteurs et la guerre en réseau. Le MiG-31 est très loin d'être un chasseur furtif. Il n'est pas non plus économique à exploiter. Ses moteurs consomment énormément, son entretien est coûteux et exigeant, et sa structure n'a pas été conçue selon des critères modernes d'efficacité. Mais il possède toujours quelque chose que peu d'avions offrent aujourd'hui dans leur ensemble. Une grande vitesse, un plafond opérationnel élevé, un radar puissant et la capacité d'utiliser des missiles de très longue portée. S'il opère sous la protection de sa défense aérienne sans pénétrer loin en territoire ennemi, il peut constituer une menace sérieuse. En Ukraine, son rôle est ainsi compris. Il n'avait pas à pénétrer comme un avion d'attaque classique.
Ils restaient à grande distance, volant très haut et lançant des missiles longue portée, obligeant les pilotes ennemis à opérer avec des contraintes. Parallèlement, la version du missile Kinjal ajoute une autre dimension. Il ne s'agit plus seulement de défense aérienne, mais d'une projection de menace. Le lancement d'un missile comme le Kinjal depuis le MiG-31K complique la réponse de l'adversaire. Comme nous l'avons vu, la grande force du MiG-31 est sa spécialisation. Il a été conçu pour une tâche et optimisé pour celle-ci. Et lorsqu'il est utilisé dans ce rôle, il reste un avion très dangereux. Son radar et sa liaison de données lui ont donné un avantage doctrinal à son époque. Sa structure robuste le rendait apte aux conditions difficiles, et sa taille, qui dans d'autres contextes mal compris serait un inconvénient, lui permettait d'emporter du carburant, des capteurs et un armement lourd. La production de cet aéronef s'est terminée dans les années 90 et chaque modernisation dépendait des fuselages existants. Ainsi, la Russie a préféré prolonger la vie et moderniser ses avions sans développer une nouvelle génération pour les remplacer entièrement. Pourtant, leur longévité démontre que tous les avions ne vieillissent pas de la même manière. Certains deviennent obsolètes parce que leur mission disparaît, d'autres survivent parce que leur mission existe toujours. Pour le MiG-31, la nécessité d'intercepter des cibles à grande distance et de menacer des aéronefs de loin demeure. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis Marcos pour l'Aéropédia du monde de l'aviation. Espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Marcos y esta es la Aeropedia del mundo de la aviación.